Petit rappel historique donc, de l'influence, parce que l'influence, donc en particulier à Bordeaux, c'était pendant longtemps donc, le négoce qui faisait donc, les millésimes, hein, donc, ici, qui décrétaient leur qualité. Et ça peut brûler, hein, donc ici, donc, un peu brûler sa réputation sur le millésime 75. Ah, donc, après 3 millésimes, 72, 73, 74, il fallait un grand millésime. Donc, le grand millésime est arrivé. Il se trouve que dans les faits, il n'était pas tout à fait aussi grand qu'annoncé. Mais surtout, en 1982, puisqu'en 1982, on est donc sur un millésime, premier millésime moderne, si on peut dire, donc avec un millésime donc, construit sur le soleil, donc assez chaleureux. Et le négoce, en général, préférait 81, plus classique. D'ailleurs, les experts anglais aussi, qui sont eux-mêmes impliqués assez largement, donc souvent dans le négoce aussi. Et donc, je voulais donc rappeler juste que Michel Béthane, puisqu'il ne le dira pas, hein, donc ici, lui, a donc bien vu la grandeur donc, du millésime 82. Puis il y avait d'ailleurs un jeune premier qui avait commencé une revue donc, en 1977, donc, qui a suivi donc, Michel Béthane et qui a donc, ici donc, dit que donc, ici, le 82 est un grand millésime. Et à ce moment-là, donc, ici, donc, l'influence bascule vers la presse. Donc, ici. Et donc c'est la presse donc, qui commence à goûter, qui décrète donc d'une certaine manière les millésimes, hein, donc au point où d'ailleurs le système change à Bordeaux, puisque autrefois les prix sortaient puis la presse en rendait compte, et maintenant la presse donne les millésimes mais les prix viennent après. Donc là, donc on est donc dans toute cette période donc, où la presse, donc ici donc avec les dégustations primeurs, donc qui prennent beaucoup d'importance. Et puis donc ces dernières années, donc on a un nouveau changement qui est dû à la technologie, puisque donc ici donc la presse écrite elle-même va moins bien, puisque donc le monde va plus vite, donc on commence à regarder les sites internet, les blogs, et donc on est donc là sur donc ici donc l'ère moderne qui est en train de se construire, mais dont on parlera plus tard. Voilà donc pour le petit rappel historique. Allez, on fait un petit tour de table sur ce plateau particulièrement féminin. Yann, un petit commentaire, vraiment, un petit commentaire sur l'influence, l'évolution en Italie peut-être, et puis également sur le reste, la perception des choses, pour rebondir sur le bilan qui a été réalisé par Bernard. Oui, buongiorno a tutti, allora grazie. Je vais parler en italien, non, je plaisante. Je vais parler en français quand même. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut diviser la communication du vin en 3 domaines, parce qu'ils sont très différents, chacun avec ses avantages et ses désavantages. Il y a la communication traditionnelle en paperasse, il y a la communication traditionnelle audiovisuelle, la télé et la radio, et il y a la communication virtuelle, celle-là d'Internet. Et chacune a des avantages et des désavantages, et c'est très important de comprendre lesquels ils sont pour mieux faire connaître ses produits et mieux vendre. Et je pense que la communication en paperasse a le problème d'être un peu lente. On peut faire une chose aujourd'hui, mais on va la lire dans un mois. Il y a le problème qui a désormais apporté par les éditeurs, les rédacteurs en chef, qui souvent sont le vrai problème des revues. Et il y a par contre le grand avantage que les plus belles plumes du monde écrivent pour ces revues. Et donc il y a une immense crédibilité, d'au moins certains de ces outils. L'Internet, on va en parler. Les communications virtuelles a des avantages d'être immédiate. On fait une négociation aujourd'hui et ça sort déjà ce soir ou demain. Et elle a la possibilité de communiquer avec tout le monde. Et il y a une façon de parler non seulement à des gens de façon instructive, mais de façon amicale. C'est des passionnés de vin qui peuvent parler entre eux. Et c'est très beau. Le problème, c'est qu'il y a une manque de crédibilité de beaucoup de ces blogs et beaucoup de ces sites. N'importe qui peut monter un site. On va en parler tout à l'heure. Oui, non, je sais, je reviens. Et la dernière chose, c'est la communication en radio et en télé qui n'est peut-être pas trop utilisée à suffisance par les domaines, mais il y a des raisons pour ça aussi. En Italie, on peut parler de vin à la radio et à la télé ou... Oui, ça c'est très important parce que c'est une différence très importante avec la France. Et on peut parler de vin. En plus, il y a des domaines qui commencent à faire de la pub. Il y a de très grands problèmes avec ça, le coût et d'autres choses. Mais en plus, et je vais être très bref là, je dois dire honnêtement que l'Italie, on a des gouvernements, vous savez, qui sont ridicules, de n'importe quelle couleur, et tout le monde nous rit derrière les épaules, et c'est mérité. Mais la chose importante, c'est que c'est quand même un pays qui, dans le chaos organisé qu'il est,
il ne perd jamais de vue ses forces. Et je peux vous garantir qu'il y a jusqu'à il y a un an, les téléjournaux, qui sont de l'État, ils ouvraient toujours avec 2 ivrognes ont tué la famille dans un accident d'auto. Le jour après, un camion, il défonce 2 autres morts à cause de l'alcoolisme. Et ça commençait, et c'était vraiment gênant pour des gens comme nous qui travaillent dans le vin et qu'on aime. Je peux vous garantir qu'il y a eu des gens qui se sont plaignés. Et le beau de l'Italie, c'est que on n'en parlait plus. Il n'y a jamais tout le journal qui ouvre avec ça. Il y avait une fois, c'était chaque jour, c'était fou. On parlait de ça, maintenant, jamais plus. Il semble qu'il y a plus d'accidents d'auto, et c'est bien. Ah, c'est génial. Peter, on parle un peu de la vision, donc. Yeah, good morning. Forgive me, I'm speaking in English, so far my French is quite lousy. But let me give an idea about what's going on in the German-speaking markets, which is basically Germany and Austria and Switzerland partly. Falstaff is published both in Austria and in Germany as well, and these are 2 quite different markets for us. I think the biggest difference is there was basically no printed media talking about wine until the 80s. Starting with the 80s, there were the very first books on German wine, on Austrian wine. Then the first reviews, the first magazines appeared. In the year 85, there was the big breakdown caused by some producers who, while they put some stuff which is called diethylene glycol into the white wine to make it more sweet. It was a big scandal, so the industry was down to earth. And after that, after this big problem at the end of the 80s, there was a reset button pushed. And a young generation of winemakers on one hand started to work, and a new generation of wine writers appeared. And after a while, it took, in Austria it was not that long, say 3-4 years, people got very proud about that, what they achieved with wine. So the Austrian wine since then is going up and up in quality, so it's all about quality, not quantity. And therefore, even daily newspapers started to write columns regularly on wine, not only Austrian wine. Since this, I think the most important thing is how proud a nation is about the wine, and that's the difference to Germany. Germany, I think the German people are not that proud about their wine, and that's not the point, because the quality is very, very good there, but people are not so strong believing in the quality yet. And therefore, the market for printed media, specialized on wine, is much, much harder than in a country like Austria, where the people are very proud. So we have got 5 different magazines on wine, specializing on wine and food and so on. And I think it's interesting to see differences between wine-producing nations, how they deal with the media. Thank you.